Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Bruno Coquet. Bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes docteur en économie, vous êtes un des meilleurs, j'insiste, des meilleurs experts, des meilleurs spécialistes sur les questions liées à l'assurance chômage, au marché du travail. Et vous publiez ce livre, on le voit, Un avenir pour l'emploi, sortir de l'économie administrée, c'est chez Odile Jacob. Vous avez cette spécificité, c'est ce que disait Jean-Marc Daniel il y a quelques jours, l'économiste qu'on reçoit souvent. Il est inclassable, Bruno Coquet, il dit, parce que vous bossez un peu avec l'OFCE, un pied à gauche, et en même temps un pied à droite en bossant un peu avec l'Institut d'entreprise, c'est ça? Un électron libre, c'est ce que vous êtes? Tout à votre honneur. Oui, enfin c'est une ligne de crête, voilà, pas avoir trop d'a priori, pas d'anathème, voilà, et essayer de comprendre les choses sur un chemin praticable. Voilà, les choses notamment, c'est le chômage, c'est la plaie en France, c'est le mal endémique français, le chômage. François Mitterrand disait cette phrase, on a tout essayé en matière de lutte contre le chômage. Et s'il avait raison, ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas essayé beaucoup de choses sauf ce qui marche? Vous écrivez quoi? On essaie beaucoup de choses. Hein. Les réformes du marché du travail et les politiques publiques mises en œuvre ont été innombrables. Un déferlement de lois et de règlements s'ensuit. Environ 60 réformes majeures ont été entreprises depuis 2000, soit une par trimestre. Donc on a fait beaucoup de choses pour essayer de lutter contre le chômage. On a essayé des choses. Oui, on a fait beaucoup de choses. Alors d'abord, quand François Mitterrand disait on a tout essayé, en fait, quand on regarde rétrospectivement, on n'avait pas essayé grand-chose. On a essayé du malthusianisme principalement sur le marché du travail, c'est-à-dire... À l'époque, on était dans les années 90. 80-90, on laisse les jeunes à l'école et on met les vieux en pré-retraite. C'est ça le tout essayé des années 80. Voilà. Depuis, on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne solution. Hein. D'autres pays que nous avaient fait ça. On s'est rendu compte que la bonne solution, au contraire, c'était autant que possible de mettre les gens au travail, en emploi, et que le fait que la crise dure ne pouvait pas justifier des politiques temporaires de mise à l'écart du marché du travail de certaines populations. Donc on a tout essayé ou on a juste essayé ce qui ne marche pas, ou est-ce qu'on a essayé trop de choses et pas les bonnes, enfin... On a essayé plein de choses. Alors d'abord des lois, hein, donc vous l'avez cité, une loi par trimestre à peu près depuis l'année 2000. Et puis on a essayé aussi de l'argent, c'est-à-dire que sur le marché du travail français, aujourd'hui, on a à peu près 6% du PIB de dépenses publiques ou obligatoires de par la loi qui vont soutenir l'emploi, la formation professionnelle, c'est plus que nos petits voisins en Europe? C'est énorme, c'est beaucoup plus que nos voisins en Europe, oui, bien sûr. Pour des résultats qui sont pour le coup médiocres, hein. Voilà, pour des résultats qui sont médiocres, comme vous le dites, c'est-à-dire où au mieux la France est quand même dans la moyenne européenne. Dans la moyenne. Un peu au-dessus, un petit peu au-dessus. Bon, ça dépend, parfois nettement en dessous aussi. Hein. Donc si on prend par exemple le taux de chômage, qui n'est pas le seul indicateur du marché du travail, mais on se rend compte qu'on est dans les 5 plus mauvais pays européens depuis 30 ans, depuis même 40 ans. Création d'emplois. En termes de création d'emplois, on crée des emplois récemment. Oui, récemment, mais en fait, on profite assez peu des reprises et on subit beaucoup les récessions. On a compris que ce que voulait continuer à faire Emmanuel Macron, c'est de faire baisser le coût du travail, notamment par le biais des charges sociales. C'est ce qu'a fait François Hollande avec le pacte de responsabilité et le CICE. C'est la bonne voie ou pas pour faire baisser le chômage, de poursuivre la baisse des charges, la baisse du coût du travail? C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a un diagnostic assez clair. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas si on le fait depuis 20 ans. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche un petit peu. Ça coûte cher après, par emploi créé. Hein. Le problème est plutôt... Oui, ça coûte cher par emploi créé, mais dans quelle mesure est-ce soutenable à long terme? Hein, le fait est que tout le monde est à peu près d'accord que le coût du travail est très élevé en France. Le coût du travail, c'est deux choses. C'est un, le salaire. Deux, ça, on n'y touche pas, ça, les charges sociales. On ne baisse pas le salaire des gens. Hein. Oui, mais pas touche au salaire. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on ne baisse pas le salaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez élevé. D'ailleurs, il y a des politiques publiques qui viennent compléter les bas salaires. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas vivre de leur travail. Donc ça, c'est un point important à comprendre. Dans le coût du travail, le problème n'est pas le salaire. Donc il reste l'autre partie qui, pour l'essentiel, sont des cotisations sociales qui viennent financer le système de protection sociale. Il y a trop de cotisations, mais en même temps, en face à ça, il y a une protection sociale. Si on baisse les cotisations, on devra baisser la protection sociale, ou alors on fait de l'économie sur la dépense publique. Voilà, le point c'est qu'il y a des cotisations sociales élevées. Pourquoi? Parce qu'on a un système de protection sociale où il y a une demande, où il y a un besoin, et il coûte cher. Mais il faut bien comprendre qu'on a deux solutions. Soit on va baisser les salaires. Pour baisser les salaires, on n'a qu'une seule solution, c'est de baisser les prix.
pour que les gens vivent aussi bien avec moins de salaire. Donc ça veut dire libéraliser, plus de concurrence. Ça veut dire que sur le marché des biens, de la concurrence, etc., il y a sûrement des choses à faire là. Toutes les réformes à faire. Si les salaires baissent un peu, les prix baissent en même temps, pas de perte de pouvoir d'achat, c'est ça l'idée. Voilà, mais les réformes du marché du travail dépendent aussi de ce qui se passe ailleurs, sur le marché des biens en particulier, sur le marché du logement aussi. Mais elles dépendent aussi de la maîtrise du coût de cette protection sociale. Puisque le problème est bien le coût de la protection sociale, puisque si on fait l'addition des charges salariales et employeurs, aujourd'hui, c'est 5 mois de salaire par an pour les retraites et la maladie. Mais ça finance la protection sociale. Oui, donc, juste, parce qu'il y a plein de choses il y a plein de choses dans ce qu'on raconte là. Déjà, l'impact de la baisse des charges sur les créations d'emplois, est-ce que cet impact est trop petit, trop faible par rapport au coût? On dit c'est super, 200 000 emplois privés créés depuis un an, mais on a mis 40 milliards d'euros sur la table. Enfin, l'État a mis 40 milliards d'euros de baisse de charges. Ça fait, quand on fait une petite division, ça fait cher l'emploi, non? Ça fait cher l'emploi. Si le traitement social du chômage ne coûte pas moins cher. Effectivement, vous avez raison. Le point, c'est que le rendement de ces politiques est faible. Puisque aujourd'hui, si on prend le pacte de responsabilité, plus le CICE, plus les allègements Fillon, enfin toutes les charges, les allègements de charges principalement concentrés sur les bas salaires, en une estimation large, c'est à peu près que 1 million d'emplois dépendent de ces allègements de charges. Or, pour ça, on subventionne à peu près un peu plus de 15 millions d'emplois. Donc le rendement est très faible. À court terme, on ne va pas supprimer ça. Ce n'est pas possible d'abattre complètement ces politiques. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À long terme, il faut se poser une question. Du mal à comprendre, là, docteur en économie. Non, mais il faut aller plus loin ou pas dans les baisses de charges, avec la contrepartie que ça a sur le financement de la protection sociale? Il faut financer la protection sociale autrement. La caractéristique de la France, c'est qu'elle choisit de financer la protection sociale principalement, voire uniquement, sur le travail. Donc on en revient à taxer ce qu'on le veut développer, c'est-à-dire le travail. Donc il faut scinder les deux. Donc d'un côté, il faut baisser, pas de ventriloque, mais on baisse les charges sociales, peut-être plus patronales ou même salariales, pour rendre du pouvoir d'achat. Et en même temps, pour pas qu'il y ait de perte sur le financement de la protection sociale, comment est-ce qu'on fait là pour le coup? Comment est-ce qu'on la finance, la protection sociale? Il faut fiscaliser une partie, c'est-à-dire qu'elle ne dépende pas que d'une taxe sur le travail, si on veut développer le travail. Sur quoi? Des ressources fiscales. La CSG en est une, par exemple. La TVA en est une autre. Enfin, on a d'autres ressources fiscales, mais qui sont assises sur autre chose que sur le travail. Et l'autre chose, c'est la rigueur de gestion des systèmes de protection sociale. Je cite le cas de l'assurance chômage, évidemment. Mais un point gagné ici ou là, d'autres disent la santé. Il y a des gens qui disent qu'on peut gagner 2 points de PIB sur la santé. Il faut regarder aussi la gestion de ces systèmes. Vous le rappelez, le salaire minimum en France, même si certains disent qu'on est bien classé quand on regarde par rapport aux autres pays, à nos voisins, c'est trop faible pour pouvoir en vivre. Comment est-ce qu'on accroît le salaire, notamment minimum, sans pour autant augmenter le coût du travail pour les entreprises? Il faut baisser les cotisations, c'est ça? Encore une fois, les charges sociales, pour le coup, salariales autour du SMIC? C'est ça la solution? Mais encore une fois, avec l'impact ça sur la protection sociale? La solution, elle n'est pas que sur les bas salaires. La redistribution envers les bas salaires doit se faire par de la fiscalité plutôt que par des allègements de charges. À moyen terme, c'est ça que... Donc moins d'impôt sur le revenu, c'est ça? Mais en même temps... Non, de l'impôt plutôt que de la cotisation. La cotisation, c'est une taxe sur le travail. Si vous voulez favoriser ce facteur de production qu'est le travail, il faut bien trouver un moyen de financer la protection sociale dont on a besoin par ailleurs en taxant autre chose que le travail. Donc en taxant les revenus, ce qui sera le cas de la TVA. Donc seulement, macroéconomiquement, on a un taux de prélèvement obligatoire constant, mettons, mais on ne taxe pas au même endroit. Donc du coup, l'utilisation des facteurs de production n'est pas la même. Ce n'est pas une solution simple, facile à expliquer. Mais en tout cas, à moyen terme, la logique qui consiste à dire on allège le coût du travail que sur les bas salaires, c'est-à-dire finalement on subventionne des emplois à faible valeur ajoutée, alors que de l'autre côté on développe sauf qu'on sait que c'est prouvé économétriquement, c'est prouvé que là quand on baisse le coût du travail peu qualifié, on crée plus d'emplois. Ah, c'est pas économiquement, c'est comptablement. C'est-à-dire comptablement, si vous avez un salaire de 10 euros que vous mettez 1 euro, évidemment c'est plus efficace que si vous avez un salaire de 20 euros et que vous mettez le même euro d'allègement. On apprend plein de choses dans ce livre, un avenir pour l'emploi. Non, c'est vrai, sur l'assurance chômage, partout on entend oh là là, il y a des déficits, il y a des dettes. C'est vrai qu'il y a 30 milliards d'euros de dettes de l'assurance
l'assurance chômage. Mais ce que vous expliquez, c'est contrairement à ce qu'on nous rebat les oreilles, s'il y a un déficit de l'assurance chômage, c'est à cause de l'argent qui est prélevé dessus par l'État pour financer le fonctionnement de Pôle emploi, si j'ai bien compris. Entre autres, oui, c'est ça, principalement même. Si vous regardez la partie assurantielle, c'est-à-dire cotisation, prestation, elle est équilibrée depuis toujours, depuis 1990. L'assurance chômage a toujours été équilibrée. Oui, même depuis le début de la crise, il y a un excédent entre les cotisations et prestations. Alors d'où vient ce déficit annuel de 3-4 milliards? C'est que l'assurance chômage va financer d'autres choses. Notamment, elle va financer des politiques publiques, donc le service public de l'emploi. Il ne s'agit pas de dire on va diminuer les moyens du service public de l'emploi, mais c'est un service public. Il se finance par l'impôt, 3,5 milliards par an. C'est à peu près l'ordre de grandeur du déficit. Et cet argent va pour financer l'organisation et le fonctionnement de Pôle emploi, si j'ai bien compris. Oui, ça. Mais le point, c'est que le service public de l'emploi, comme son nom l'indique, est public, il est accessible à tout le monde, donc il doit être financé par l'impôt. Éventuellement, s'il y a des services supplémentaires pour les chômeurs indemnisés par l'UNEDIC, on les tarifie au coût marginal. C'est ça la logique économique. Aujourd'hui, 2/3 des ressources du service public de l'emploi, ce sont ces 3,5 milliards que lui verse l'UNEDIC et qui prend pour ça sur les cotisations d'assurance chômage. Après, dans la même veine, on a la politique culturelle. Les intermittents du spectacle, moi je ne juge pas de savoir s'il leur faut un régime particulier, etc. Mais le point, c'est de savoir qui le finance. Puisque c'est l'intérêt culturel de la France, c'est un impôt. Ce n'est pas les autres chômeurs qui vont réduire leurs prestations pour financer ça. Et donc si vous mettez de côté ces politiques publiques qui sont financées sur la base des cotisations d'assurance chômage, vous voyez que le dispositif assurantiel, il est excédentaire, c'est-à-dire il est surfinancé. Contrairement aux idées reçues. Vous écrivez aussi, Bruno Coquet, que la générosité de la protection sociale doit être réduite. Oh là, c'est l'hémisphère droit de votre cerveau qui parle là? De manière générale, non. Enfin, ça dépend. Faut prendre chacun des régimes. Oui, pour la santé, il me semble qu'il y a un consensus sur le sujet que si on se compare aux autres pays, globalement, on dépense plus, alors que finalement, on vit pas longtemps, pas plus longtemps en meilleure santé. Enfin, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que on n'est pas forcément dans un pays où la vie est bien plus confortable qu'ailleurs, alors qu'on dépense plus en système, en tout cas public. Emmanuel Macron, puisqu'on parlait de l'assurance chômage, on sait qu'il veut nationaliser l'assurance chômage. C'est en gros que l'État reprenne la main dans la gestion de l'UNEDIC qui aujourd'hui est entre les mains des partenaires sociaux. C'est pas non plus aberrant du fait du déficit chronique qui n'en est pas un, puisque ce que vous expliquez. Qu'est-ce que vous en pensez quoi là? Et puis il y a aussi l'autre versant qui est de dire on va ouvrir le droit au chômage aux indépendants, aux agriculteurs, aux professions libérales. Vous y êtes favorable, ça ou pas? Qu'il faille universaliser l'assurance chômage, c'est une évidence. Personne n'a jamais dit que ça devait être réservé à un statut de salarié, c'est réservé à une situation, c'est-à-dire être involontairement privé d'emploi. Donc universaliser du côté des prestations, c'est une évidence. Après, il faut aussi universaliser du côté des cotisations. Si on n'assure que les malades, on voit bien que très vite, l'assurance a l'air très très chère. Et puis en plus, il y a un défaut de solidarité. Or aujourd'hui, un des problèmes, c'est que quand même le secteur public au sens large, pas la fonction publique seulement, mais le secteur public, c'est-à-dire à peu près entre 25 et 30% des salariés et des employeurs sont hors de cette solidarité. Donc ça, on est le seul pays au monde qui, à la fois dans son secteur public, n'oblige pas à assurer les salariés sous ces statuts et qui ne verse pas de subvention, pas 1 euro de subvention de l'État à l'assurance chômage. Aucun autre pays, y compris les États-Unis, y compris les plus libéraux des pays, ne fait ça. Et ça, c'est un déséquilibre majeur. Donc le message du livre, encore une fois pour comprendre, parce qu'on parle du chômage, encore une fois endémique français aux alentours de 10%, on n'a jamais fait mieux que 7 et quelques, d'ailleurs dans les meilleures années on était à 7. Il faut aller plus loin en matière, qu'on comprenne bien, il faut aller plus loin en matière donc, de baisse de charges, mais cesser ce lien entre le financement de la protection sociale et la taxation du travail. J'ai bien compris, c'est ça? Oui. OK. On a compris qu'Emmanuel Macron aussi voulait aller plus loin sur que la loi travail qui est en vigueur, plus de flexibilité pour les entreprises. On a tort ou on a raison, il a raison ou il a tort de se focaliser encore une fois sur les rigidités du marché du travail. Alain Minc, qui était là en début de semaine, me disait mais si vraiment on fixe un barème au prud'homme en cas de licenciement abusif, ça lèvera la crainte du petit patron pour recruter. Il y a des problèmes sur le marché du travail, beaucoup. Après, si demain matin on avait un marché du travail, je ne sais pas, africain par exemple, sans partenaires sociaux, sans règles, etc., est-ce qu'on aurait moins de chômage des jeunes? Les faits ne nous prouvent pas ça. Donc qu'il y ait des réformes à faire sur le marché du travail, c'est une évidence absolue.
moi, le sous-titre du livre, c'est quand même sortir de l'économie administrée. Je dis, on a fait beaucoup de choses, donc on va encore faire beaucoup de choses. Le problème, c'est l'addition de dispositifs bien intentionnés ne fait pas forcément une stratégie ni des réformes cohérentes. Donc il faut tout revisiter, essayer d'abaisser le niveau d'intervention. Donc il faut réduire, pardon, il faut réduire, oui ou non, les rigidités sur le marché du travail. Est-ce que c'est de nature à faire baisser le chômage, avec peut-être un peu de précarité pour certains, c'est la contrepartie. Oui, il faut réduire les rigidités. Après, il faut un équilibre. Le rapport Combrexel ou le rapport de Seth et Barthélemy disait bien ça. Le problème, c'est qu'il disait qu'il y a des règles d'ordre public qui doivent être garanties par l'État, etc. Et puis après, il y a des règles de bonne gestion qui doivent être gérées au niveau de l'entreprise. Et donc, du coup, chaque fois qu'on a des rigidités dans cette partie basse gérée au niveau de l'entreprise, il faut essayer de pouvoir les contourner, les réduire, etc. Alors après, pas toutes les rigidités. Par exemple, si vous proposez demain matin qu'un salarié qui veut démissionner n'ait plus de préavis de démission, c'est une vraie flexibilité. Je pense que ça va désorganiser la production, les entreprises ne seront pas pour. Donc du coup, on voit bien qu'il y a des possibilités de négociation et de nouveaux équilibres. Qui arrangent plus les uns que les autres. Non, d'équilibre, simplement. Il y a des intérêts... Ils ne sont pas toujours convergents. Dernière question, et on finit là-dessus, Bruno Coquet. 7% de chômage, c'est l'objectif en fin de mandat pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez avec son programme, vous qui êtes un expert des questions justement sur le marché du travail et sur le chômage? On peut aboutir à 7%? Oui, c'est pas impossible. Pas impossible, c'est une litote. Oui, enfin après, je ne vais pas vous dire que c'est certain non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réformes à faire sur le marché du travail et puis il y a aussi des réformes à faire ailleurs. On ne peut pas, je pense, une économie qui marche, c'est une économie où il y a des projets de production qui trouvent rentables, qui trouvent leur financement et qui du coup se développent et où les gens sont employés. C'est pas juste une économie où il y a un petit code du travail, ou comme je le disais tout à l'heure, un marché du travail complètement déréglementé. Il faut des règles adaptées sur le marché du travail, mais il faut que l'économie tienne debout, seule, qu'elle fonctionne seule d'abord. Et que les entrepreneurs trouvent les financements pour leurs projets. Bon, voilà. Puis il n'y a pas que le marché en manque de temps, mais il y a aussi le marché immobilier. Le lien, effectivement, avec le problème du pouvoir d'achat, c'est aussi lié au coût du logement qui est très élevé, qui grève aussi les budgets. Mais ça sera... C'est dans le livre aussi, à lire. La politique du logement, c'est une politique du marché du travail, une des premières à mettre en œuvre aujourd'hui. Les liens entre les deux sont extrêmement étroits. Et si on est défavorisé sur le marché du travail, on est défavorisé sur le marché du logement. C'est la double peine. Et inversement, si on est défavorisé sur le marché du logement, c'est-à-dire locataire, tout simplement, on n'a pas les mêmes possibilités sur le marché du travail. Mais avec Pourquoi Parce que, par exemple, si vous êtes propriétaire et que vous avez remboursé votre crédit et que vous tombez au chômage, votre possibilité d'accepter un emploi à un salaire donné, eh bien, elle n'inclut pas le loyer. Évidemment. Et donc, c'est 30% d'écart de salaire de réserve, comme on dit, entre un propriétaire et un locataire. Bon, on n'a pas fini de payer son appartement ou sa maison à 40 ans non plus. Hein. Peut-être vous, peut-être moi pas. Je vous renvoie en tout cas au livre de Bruno Coquet, Un avenir pour l'emploi, sortir de l'économie administrée. C'est chez Odile Jacob. Merci à vous. Merci. Au revoir.